Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Et elles sont très nombreuses. Laurent Nunez, vous êtes le préfet de police de Paris. On va parler sécurité, bien sûr. Des questions autour notamment de la mort de Philippine, son meurtrier présumé qui refuse son extradition. La question du narcotrafic, bien sûr. Et puis je voudrais commencer par la mort de ce cycliste tué à Paris par un SUV mardi soir. Mardi donc 17h45 dans les rues du 8e arrondissement. Un cycliste roule sur une piste cyclable. Une voiture lui a, semble-t-il, coupé la route à une intersection. Le cycliste réagit. Il tape du poing sur le capot de la voiture pour dire son indignation. Et le véhicule redémarre. Sciemment, semble-t-il, l'enquête en tout cas pour meurtre est ouverte. Roulant donc sur le cycliste et l'écrasant, il est décédé. L'enquête est donc ouverte. Le propriétaire du véhicule est en garde à vue. Est-ce que vous en savez plus ce matin, Laurent Nunez, sur son profil, sur les faits? Non, j'en sais pas plus. Il y a une enquête judiciaire ouverte, vous avez raison de le dire, d'être prudente, et je le suis aussi, forcément. Mais effectivement, il y a une enquête qui est ouverte pour des faits qui laissent à penser que l'acte aurait pu être volontaire. Voilà, donc il faut mettre ça, ce fait très grave de côté, ne pas en tirer de constat sur l'usage de la voie publique à Paris pour autant. Pour vous, il n'y a aucune question de voie publique à Paris? Il y a des questions qui se posent. On voit bien qu'il y a un développement des modes de transport qui sont le vélo, les trottinettes, les motocyclistes, les motos. Et donc, il y a un usage qui est de plus en plus partagé de l'espace public à Paris. Enfin, c'est la volonté de la maire de Paris, c'est une volonté politique. Et puis, force est de constater aussi que ce sont les habitudes des Parisiennes et des Parisiens de plus en plus. Donc, il y a tout un usage de l'espace public à réguler, c'est ce que nous faisons. À réguler, justement. Est-ce qu'il est déjà régulé ou est-ce qu'il reste à réguler? Bien sûr, il est régulé. Il y a plusieurs centaines de kilomètres de pistes cyclables dans Paris. Et il y a aussi, de notre part, du côté de la préfecture de police, des contrôles routiers qui sont menés régulièrement, à la fois pour prévenir et réprimer, le cas échéant, les infractions qui concernent les véhicules automobiles, et puis les cyclistes aussi. Les cyclistes aussi qui, souvent, ne respectent pas non plus le code de la route. Donc on mène des contrôles importants. Est-ce que ça veut dire que ces contrôles, vous les menez tant vis-à-vis des automobilistes que vis-à-vis des cyclistes? Absolument. Et vous savez, en 2020, mon prédécesseur avait lancé un plan vélo. Il y a le plan vélo de la ville de Paris et puis il y a le plan vélo de la préfecture de police qui est un plan de contrôle, de prévention évidemment, de sensibilisation et de contrôle. Parce qu'en 2020, il y avait énormément d'accidents de cyclistes, de piétons. Et donc on a mis en place un plan de contrôle. D'ailleurs, je peux vous dire qu'en 2024, le nombre d'accidents, le nombre de blessés concernant ce qu'on appelle les usagers vulnérables, c'est-à-dire les cyclistes, les piétons, les motocyclistes, baisse depuis le début de l'année. C'est en baisse. Oui, on baisse de moins 4 à moins 25% en fonction de la catégorie d'usagers vulnérables. Il faut s'en féliciter. Mais on continue à exercer des contrôles qui portent à la fois sur les véhicules motorisés et sur les cyclistes. Laurent Nunez, ça pose aussi des questions sur le degré de violence, de réaction, d'incivilité, mais une question encore sur l'organisation même de l'espace et les voitures. Yann Brancia, qui est donc l'ancien adjoint au transport de la mairie de Paris, qui est désormais sénateur communiste de Paris, demande l'interdiction des SUV en ville, les SUV qui, par leur poids, quand ils sont impliqués dans un accident, entraînent une surmortalité. C'est ce que certaines enquêtes montrent. Est-ce que vous vous dites qu'il y a peut-être une régulation à faire de ces SUV? Ça, c'est une mesure qui concerne la ville de Paris. S'il y avait une régulation des SUV, ça serait des mesures nationales. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Quand tout le monde respecte le code de la route, quand tout le monde respecte les règles, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, nous sommes là pour contrôler le bon usage et le bon respect, tout simplement, du code de la route. La question de la violence, le fait qu'en quelques minutes, comme ça, la vie de ce cycliste est basculée, non pas parce qu'il y aurait eu un accident, mais parce que la violence, parce que la hargne, parce que, comme vous le dites, l'enquête se poursuit pour accident volontaire, pour lui avoir roulé volontairement dessus. Qu'est-ce que ça dit de notre société, de ce que vous envoyez, vous, depuis votre poste de préfet de police? Il y a évidemment une montée des violences, c'est indiscutable, parfois pour des motifs qui sont extrêmement futiles, ce qui semble être le cas au cas d'espèce. Encore une fois, moi je suis très prudent, il y a une enquête judiciaire en cours, mais voilà, ça en dit long parfois sur
des incivilités qui peuvent basculer dans le drame, et c'est ce qui s'est passé il y a 48 heures maintenant. Laurent Nunez, je voudrais vous interroger bien sûr sur les suites du drame autour de Philippine. Philippine, c'est cette jeune femme qui a été tuée au bois de Boulogne. Son meurtrier présumé avait été retrouvé 3 jours plus tard en Suisse. De nombreuses questions, on va tirer essayer de tirer au clair toutes ces questions, notamment sur l'application ou non de l'OQTF, sur l'application ou non des peines, mais d'abord tout simplement l'extradition. Il est aujourd'hui face à la justice suisse. La France a demandé son extradition pour qu'il puisse être jugé en France. Il refuse cette extradition. Quelle est la suite ? Alors moi, je ne connais pas les procédures. Enfin, elles ne relèvent pas de moi d'abord. Donc, moi, je suis préfet de police. Je ne suis pas une autorité judiciaire. Donc là, on est dans une procédure judiciaire. Donc, il y a une demande qui a été faite. Évidemment, à titre personnel, je souhaite que cette extradition soit possible et qu'elle ait lieu le plus vite possible. Et je peux vous dire que les enquêteurs qui ont fait un travail remarquable de la brigade criminelle de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police le souhaitent aussi ardemment, je peux vous le dire. Laurent Nunez, ce meurtrier, d'abord ce meurtre, il a eu lieu au bois de Boulogne, le bois de Boulogne qui est donc dans le sud-ouest de Paris, dans l'ouest de Paris, qui depuis fait l'objet d'une surveillance renforcée. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une dérive de la sécurité dans cette partie de Paris ? Non, honnêtement non. Il y a eu ce drame, ce crime abominable, mais sur cette partie de Paris, sur le bois de Boulogne, depuis le début de l'année, les atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes, elles baissent de 36%. Donc voilà, c'est un secteur qui est prioritaire pour nous. Il est prioritaire, comme les bois de Vincennes, comme le sont d'autres secteurs où les Parisiennes et les Parisiens se rendent régulièrement. C'est prioritaire. Depuis ce drame, nous avons en plus renforcé le dispositif. Ça veut dire quoi ? Ça se manifeste comment ? Concrètement, il y a 4 équipages qui sont affectés. C'est combien de personnes un équipage ? Ces 4 équipages, c'est de 3 personnes qui sont affectées H24 en journée sur ce secteur. Et la nuit, j'ai 2 équipages de la BAC nuit, donc 2 fois 3 personnes qui sont présents. On a la garde républicaine aussi qui est présente dans le bois de Boulogne, donc j'ai augmenté la présence. Quand vous me dites 4 équipages, ça veut dire donc 12 personnes pour un espace quand même qui est grand. Mais qui sont mobiles, qui circulent, voilà. Donc il y a un dispositif. D'ailleurs, les élus parisiens m'avaient demandé de renforcer la sécurisation. C'est ce que j'ai fait. On en a parlé au Conseil de Paris pour leur plus grande satisfaction. Maintenant, ils me demandent l'installation de caméras. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, on a renforcé. Allez-vous l'accepter ? Alors, les caméras à Paris, donc on a un plan, on a plus de 4000 caméras à Paris. On en a augmenté le nombre avec les JO. On a aussi une 60aine de sites dans Paris qui ont été prévus pour être équipés, qui sont équipés. Et donc, on va évidemment discuter avec les élus des possibilités de déploiement, d'avoir un peu plus de caméras dans cette partie-là. Donc, vous n'y êtes pas du tout hostile, au contraire. Ah non, moi, je ne suis pas hostile. Après, vous savez, c'est des questions de financement, de crédit, mais on va évidemment y travailler. On travaille. Chaque fois que je suis saisi par des élus parisiens notamment sur le déploiement de dispositifs de sécurité, on les accueille toujours évidemment avec beaucoup de bienveillance, évidemment. Avec la question, Laurent Nunez, de l'application de l'OQTF. En l'occurrence, le meurtrier présumé de Philippine avait non seulement été une première fois condamné pour viol, il avait fait l'intégralité de sa peine, et puis il était sous le coup d'une OQTF, mais on le sait bien désormais, il a été libéré du centre de rétention administrative quelques jours seulement avant que la France ne reçoive le laissez-passer qui aurait permis de l'envoyer au Maroc. Est-ce qu'il faut, oui ou non, allonger de l'expérience que vous avez au quotidien en tant que préfet de police, la durée de rétention dans les centres de rétention administrative ? Oui, bien sûr. D'abord, le problème d'exécution des OQTF, c'est un problème important. Bon, d'abord, vous dire... Allez-y, prenez votre temps, expliquez bien les choses. Par exemple, à Paris, il faut savoir qu'à Paris, depuis le début de l'année, le nombre d'OQTF exécutés a augmenté de 60%. Donc c'est un sujet sur lequel on s'investit énormément. Le précédent ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, nous le demandait. Et il nous demandait de veiller à ce qu'on puisse effectivement exécuter ces OQTF. Ça veut dire quoi ça, Laurent Nunez ? Si on s'arrête un instant là-dessus, quand vous dites 60%, d'abord ça représente combien de personnes, 60% ? 60%, ce sont pour là, au moment où je vous parle, les éloignements, ça a été 700 personnes. 700 personnes ? À la même période l'an passé, on était à 450 personnes qui avaient été éloignées. Donc c'est une progression significative. C'est une progression 60%, c'est significatif. Cela étant, par rapport au nombre de mesures d'éloignement que nous prenons, ça reste insuffisant. On exécute 10%. On exécute sur Paris, on exécute à peu près 10% des éloignements. Vous en avez 10 qui sont appliqués. Voilà. Donc c'est quand même une difficulté.
Et donc, il faut absolument que l'on poursuive Donc, je parle des éloignements forcés, je parle des éloignements contraints. Vous estimez qu'il y en a quelques-uns qui repartent d'eux-mêmes ? Ah non, mais on ne peut pas, actuellement, on ne peut pas éloigner l'ensemble des personnes qui bénéficient d'OQTF pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Lesquelles ? D'abord, il y a le problème évidemment des places en CRA. Il y a un programme Centre de rétention administrative. Centre de rétention administrative. Il y a un programme qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui était aussi porté par le précédent gouvernement. Et donc, il faut faire des efforts évidemment là-dessus. Et puis, on a des problèmes aussi, beaucoup de problèmes, trop de problèmes pour obtenir des laissez-passer consulaires. C'est-à-dire, il ne faut pas que vos téléspectateurs, on n'envoie pas sans l'accord d'un pays un étranger dans son pays d'origine, dans le pays dont il a la nationalité. Ça n'est pas possible. Il faut obtenir un laissez-passer. Et c'est compliqué avec certains pays, d'où les annonces faites par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, d'avoir des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays, mais qui soient des accords bilatéraux qui prévoient une forme de réciprocité, c'est-à-dire éventuellement, quand ces laissez-passer ne sont pas délivrés, d'avoir un certain nombre de sanctions. J'ose le mot, j'ouvre les guillemets, c'est-à-dire moins de visas attribués, peut-être moins d'aide au développement, que ce soit donnant-donnant, des restrictions douanières plus importantes, voilà, que ce soit donnant-donnant. Mais pour nous, c'est extrêmement important, parce que quand on n'obtient besoin de cet outil-là. Quand on n'obtient pas les laissez-passer, concrètement, ça veut dire que les personnes que nous mettons en centre de rétention administrative en vue d'un éloignement, dans l'attente donc de cet éloignement et de cette délivrance du laissez-passer, ils restent en CRA et ils embolisent les places. C'est-à-dire qu'on ne peut plus placer d'autres personnes en CRA. Et c'est quand même une difficulté. Donc il nous faut fluidifier la gestion des centres de rétention administrative. C'est un appel que vous lancez aussi aux politiques, parce que ça se joue au niveau diplomatique. Non, c'est pas un appel. Je crois que Bruno Retailleau a été très clair. Il a fait des annonces en ce sens, très fortes, qui vont permettre évidemment si on obtient plus d'accords, si on obtient plus de laissez-passer, on va fluidifier le passage dans les centres de rétention administrative. C'est une des clés. C'est pas la seule. C'est pas la seule. Il y en a d'autres. Bon, après, vous savez, actuellement, la politique qui est menée, c'est de plutôt placer en centre de rétention administrative ceux des étrangers en situation irrégulière qui sont frappés d'une obligation de quitter le territoire, qui sont les plus dangereux, parce qu'ils ont commis par le passé. Comment on estime la dangerosité ? C'est ce qu'on dit dans le jargon policier, c'est le pédigré, c'est le CV de l'individu, parce qu'il a été connu pour plusieurs faits, des faits graves, et ces personnes-là, nous les plaçons prioritairement en centre de rétention administrative. D'où la mesure qu'a proposée Bruno Retailleau, et vous m'en parliez, donc je réponds à votre question, de l'allongement évidemment de la durée de placement. Donc il faut à la fois fluidifier et allonger la durée. Ça peut paraître paradoxal, mais ça veut dire qu'au moins des individus qui sont dangereux qui sont considérés comme potentiellement dangereux, parce qu'ils ont commis un certain nombre d'infractions graves, qui puissent rester en CRA plus longtemps que les 90 jours actuels. Plus longtemps ce qui est possible pour les... C'est-à-dire que ce soit plus fluide et davantage de places. Aujourd'hui, Laurent Nunez, vous disposez de combien de places en Ile-de-France ? Aujourd'hui, donc en Ile-de-France, nous avons 550 places pour toute la région Ile-de-France. Et vous avez combien d'OQTF ? Et on prend en moyenne, on prend 1 millier d'OQTF. Oui, donc le compte n'y est pas. Non, le compte n'y est pas. Non, pardon, on exécute 1 millier d'OQTF, et on peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'OQTF qui sont prises. Donc, effectivement, le compte n'y est pas. Non, mais le compte n'y est pas, mais si on arrive, tout ça c'est sur une année, si on arrive à fluidifier les passages en CRA, il y aura forcément des améliorations significatives. Vous estimez qu'il la faut, vous avez besoin d'avoir les moyens que vous donnerait une nouvelle loi immigration ? Écoutez, les mesures dont on parle pour l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, notamment pour ceux qui commettent des délits, tout ce qui facilite l'éloignement de ces étrangers est une bonne chose, et je crois parler au nom de l'ensemble des préfets de France, pour qui c'est un sujet important. Il y a un pilotage très fin que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, nous a demandé d'accentuer. Il y a un pilotage très fin qui est fait, et la possibilité de mieux reconduire dans leur pays des individus en situation régulière qui font l'objet d'OQTF, toutes les mesures sont les bienvenues, et à nous aussi de jouer sur les leviers qui sont en notre possession, en l'état actuel du droit aussi, évidemment. Laurent Nunez, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, vous qui êtes préfet de police de Paris, sur l'état de la menace terroriste, sur le narcotrafic. Une question d'abord aussi sur l'événement, le match France-Israël qui aura lieu le 14 novembre au Stade de France. Est-ce que c'est un événement que vous allez placer sous haute surveillance ? Ah oui, très haute surveillance. Dans le contexte géopolitique actuel, c'est un match à haut risque, évidemment, mais qui se jouera dans des conditions normales. Donc, il en a été ainsi décidé. Donc, le match aura bien lieu au Stade de France, comme prévu, dans des conditions normales. Et ça veut dire que vous allez devoir renforcer ? Il y aura, on en a parlé avec, bien évidemment, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, comme vous l'imaginez. Il y aura un dispositif de sécurité extrêmement renforcé, qui sera de très haut niveau,
à la fois évidemment pour éviter des troubles à l'extérieur de l'enceinte, donc, et puis pour nous assurer que les personnes rentrent en toute sécurité. Il y aura évidemment des fouilles importantes et puis surtout un gros dispositif de sécurité à l'extérieur et à l'intérieur du stade. Et à l'intérieur du stade. Et ça, voilà. Ça sera vu avec la Fédération française de football. On y travaille avec eux. C'est pas habituel d'être à l'intérieur du stade. C'est pas habituel. On travaille avec la Fédération française de football parce que ce match est un match à haut risque. On intervient à l'intérieur d'un stade quand on est requis par l'organisateur, la Fédération française de football. Mais évidemment que dans le dispositif que je suis en train de préparer et que je présenterai au ministre, évidemment que je me prépare à toutes les hypothèses, dont celle d'avoir à entrer à l'intérieur pour éviter des incidents. Voilà. Mais il y aura un très haut niveau de sécurité et tout se passera bien. Quel est l'état de la menace terroriste aujourd'hui, Laurent Nunez ? L'état de la menace terroriste, il reste très élevé, a fortiori dans le contexte géopolitique qu'on connaît, avec des organisations terroristes comme l'État islamique, Al-Qaïda, dont la propagande s'appuie sur ce contexte-là pour inciter un certain nombre d'individus à passer à l'action. Et donc voilà, le contexte fait que la menace terroriste est très élevée, ce qui fait qu'on déploie des dispositifs de... D'abord, les services de renseignement font un travail formidable. Je veux rappeler que 3 attentats dirigés contre les Jeux Olympiques ont été déjoués. Les services de renseignement font un travail formidable. Et le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, nous demande de déployer aussi des dispositifs de sécurité, notamment sur un certain nombre de sites plus sensibles que d'autres, comme les synagogues, les écoles juives, mais pas que, c'est tous les lieux de grand rassemblement de personnes. Donc on densifie la présence de voies publiques pour assurer une meilleure protection. Et je précise d'ailleurs, Laurent Nunez, qu'aujourd'hui vous êtes préfet de police de Paris, mais que vous avez été aussi coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Laurent Nunez, la question aussi du narcotrafic. Le nouveau ministre de l'Intérieur a dit en faire une priorité sur tout le territoire français, mais on sait que la région Île-de-France et la région de Marseille sont 2 régions particulièrement touchées. Pendant longtemps, et je me souviens vous avoir plusieurs fois reçu sur cette question-là, le crack à Paris faisait la une. Aujourd'hui, il y a tant de une à faire qu'on ne fait pas forcément celle-là, mais je voudrais quand même faire un point avec vous aujourd'hui là-dessus. Où est-ce qu'on en est du crack à Paris ? Alors le crack à Paris, je vous parlerai du trafic de stupes d'une manière générale. Le crack, c'est un produit qui est un dérivé de la cocaïne, qui s'était beaucoup implanté dans le nord-est parisien, qui est toujours présent dans le nord-est parisien, même si on a démantelé le fameux campement de Forceval en 2022. Donc on continue à lutter contre surtout les trafiquants. Donc on interpelle plusieurs centaines de trafiquants chaque année. Ce chiffre ne cesse d'augmenter, trafiquants de crack. Et le nombre de consommateurs qui errent sur l'espace public dans le nord-est parisien a diminué. Maintenant, il subsiste quelques dizaines de consommateurs qui cherchent du produit, quelques dizaines de consommateurs, mais qui créent énormément de nuisances. Ce sont des personnes qui sont malades, les personnes qui sont addictes au crack sont en grande détresse. Et j'ai envie de vous dire, c'est évidemment, les policiers restent très mobilisés sur ce sujet. Il n'y a plus de camp de Forceval, on interpelle les trafiquants. Mais voilà, c'est un problème maintenant de santé publique. Nous, on continue à être évidemment très présents parce que ces consommateurs créent des nuisances pour les riverains. On ne lâchera pas les riverains, on continue à être présent sur le terrain. Mais je considère que pour la partie qui est la partie répressive, c'est-à-dire la mienne et celle de la procureure de la République de Paris, on a quand même bien avancé sur ce sujet. Après, il y a le trafic de stupes d'une manière générale. C'est ce que le ministre pensait évidemment plutôt. Le trafic de crack, ce sont des micro-trafics. Très pénalisants pour les gens, mais ce sont des micro-trafics. Là, le ministre vise le narcotrafic, c'est-à-dire le trafic de masse. Alors, en matière de stupes, on a d'excellents résultats. Il faut aussi le dire. On a lancé des dispositifs place-net que vous avez demandé de lancer Gérald Darmanin. Moi, sur ma zone de compétence, qui est toute l'agglomération parisienne, on est en affaires de stupes, que ce soit une brigade Est-ce que c'est proportionnel à la hausse du trafic ? Alors, on a des brigades anticriminalité qui font un travail remarquable, qui vont interpeller des dealers dans les quartiers, sur les territoires, jusqu'aux gros réseaux qui sont démantelés. Le ministre nous a fait l'honneur de venir à la brigade, au service départemental de la police judiciaire des Hauts-de-Seine il y a 48 heures, 72 heures, où un gros trafic a été démantelé. Au total, moi, depuis le début de l'année, on a eu 50 000 affaires de stupes. 50 000 affaires, donc c'est plus 7%. Les mis en cause, on en a eu 44 000, c'est plus 14,5%. N'empêche que le trafic continue de gangréner la vie des gens. Et donc, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, nous a demandé il nous a demandé de réfléchir à un plan qui tape le trafic à la tête. C'est-à-dire essayer d'être beaucoup plus efficace contre les têtes de réseau et notamment les taper au portefeuille, être plus efficace dans les saisies
peut-être développer des outils nouveaux qui demanderont à ce qu'on passe par une loi, comme avoir un vrai statut pour les repentis, avoir un vrai statut pour les traitants de sources. On a besoin de sources pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Et les traitants sont des policiers qui... Et tirer le fil jusqu'au bout. Absolument. Et donc, on travaillera très probablement sous l'autorité du ministre à un nouveau plan stup. Mais pour les stup, on ne cesse de progresser. Mais maintenant, il faut vraiment taper le trafic à la tête. Ce plan stup. Bien sûr. Ça flash sur le périph'. Ça fait une semaine que c'est passé aux 50. Oui, depuis vendredi dernier, on a nos 12 radars qui sont. Et c'est à peu près suivi. Vous avez l'impression les nouvelles oui, normes de pour l'instant, oui, sur une mesure qui relève uniquement, je le redis, de la compétence de la ville de Paris. Et c'est bien. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, merci à vous d'être venu répondre à mes nombreuses questions ce matin. 8h53 sur RMC BFM TV.